Bonjour mes élèves. Alors, cette vidéo, elle traitera, Inch'Allah, le module numéro 4, c'est-à-dire le dernier module du programme deuxième baccalauréat sciences physiques. Alors, c'est un module qui est un petit peu difficile. Alors, surtout, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'informations erronées qui circulent concernant surtout les informations de détail, les informations précises. Alors, ces erreurs, ces fautes qui circulent, je vais les rectifier au fur et à mesure. Alors, le module numéro 4, ça concerne la dynamique ou tectonique. La dynamique ou tectonique, ce sont les mouvements. De quoi? Des plaques lithosphériques. Donc les mots clés ici sont dynamique, très simple. Tectonique, c'est la même chose. Dynamico-tectonique sont les mouvements. Et aussi les plaques lithosphériques. Donc tout tourne autour des plaques lithosphériques. Donc ceux qui bougent, ceux qui sont en dynamique, alors en état de tectonique, ce sont les plaques lithosphériques. Alors, sauf que ces plaques lithosphériques, quand elles se mettent en mouvement, ou bien cette tectonique, elle va donner trois phénomènes qui se succèdent dans le temps. Donc, certainement, ces phénomènes que je vais citer après, ils ont une relation avec cette dynamique des plaques lithosphériques. Donc, c'est pour cela que le titre doit être écrit comme celui-là, la dynamique ou tectonique des plaques lithosphériques et sa relation, c'est-à-dire comment ils engendrent ces trois phénomènes. Premièrement, la déformation de la lithosphère. Donc, autre chose à comprendre, la déformation de la lithosphère. Et la déformation de la lithosphère, elle donne naissance à ce qu'on appelle un phénomène qui s'appelle l'orogénèse. L'orogénèse, c'est simple, c'est la formation des chaînes de montagnes. Alors, si le dynamisme continue, on va avoir un deuxième phénomène qui va suivre la déformation. Ce deuxième phénomène qui va venir après la déformation, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme. Le métamorphisme, donc, c'est le deuxième phénomène qui va aboutir à la formation de ce qu'on appelle des roches métamorphiques. Alors, troisième phénomène qui va suivre le métamorphisme, c'est l'anatexie. L'anatexie, je ne suis pas obligé, on n'est pas obligé de connaître l'anatexie au début du cours, on va le comprendre après. Et surtout que c'est une partie qui vient en fin de module 4. Cette anatexie va donner naissance à une roche magmatique qui s'appelle le granit. Donc c'est le troisième phénomène qui va suivre la déformation. La déformation suivie de métamorphisme, suivie d'anatexie. La déformation fait naître des chaînes de montagne, c'est ce qu'on appelle l'orogénèse. Le métamorphisme fait naître des roches métamorphiques. L'anatexie forme du granit. Je vous rappelle qu'il faut faire attention à ce que ces phénomènes qui sont dus à ce dynamisme des plaques lithosphériques, ce sont des phénomènes liés et qui sont continus dans le temps. D'abord, il y a déformation, ensuite métamorphisme, ensuite anatexie. Alors ça, c'est le contenu du module numéro 4, c'est-à-dire un module qu'il faut traiter en classe pendant à peu près 2 mois. Sauf, il faudrait faire attention parce que ces vidéos que je vous envoie, ce sont des vidéos de synthèse, c'est-à-dire des vidéos qui se concentrent surtout sur les connaissances, sachant que le plus important dans un cours, ce sont les connaissances qu'on peut extraire soit par des conclusions suite à l'étude d'un ensemble de documents. Alors, chose que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas suffisamment de temps pour traiter ces cours avec la même méthode que doit appliquer chaque enseignant en classe, mais quand même, c'est une méthode qui va vous donner le maximum d'informations pour exceller, pour réussir votre baccalauréat, Inch'Allah. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aborder la première partie de ce dynamisme, c'est la déformation de la lithosphère et orogénèse, formation de la chaîne de montagne. Suite à quoi? Suite à un dynamisme, un mouvement des plaques lithosphériques. Donc, en ce qui concerne la première partie de la géologie, alors c'est le numéro 1, la dynamique des plaques lithosphériques et sa relation avec le premier phénomène qui est la déformation de la lithosphère et l'orogénèse. Je vous rappelle que l'orogénèse, oros en latin c'est montagne, génèse c'est formation. Donc orogénèse c'est formation des montagnes, des chaînes de montagnes. Alors je commencerai maintenant par donner une structure simplifiée de la Terre et pour connaître en fin de compte ce que c'est qu'une plaque lithosphérique. Donc je suis obligé, avant de connaître ce que c'est que la plaque lithosphérique, de parler de la structure simplifiée de la Terre. Je vous rappelle que
je n'ai pas besoin d'une structure très détaillée, d'un niveau qui dépasse le niveau du baccalauréat. Alors, nous avons besoin d'une structure très simplifiée. Alors, cette structure simplifiée, je peux la résumer comme suit. Alors, vous avez ici un dessin qui est déjà préétabli. Alors, vous avez la Terre ici. Vous avez le fond de la Terre, c'est le numéro 1, ça constitue ce qu'on appelle un noyau. Alors, le numéro 2, c'est l'ensemble de roches qui entourent le noyau, constitue ce qu'on appelle le manteau inférieur. Je vais le nommer par une abréviation MI, mais attention, quand vous répondez à des questions au cours de l'examen national, il est interdit d'utiliser ces abréviations, à moins s'il ne s'agit pas d'une abréviation qui est universelle. Alors, le manteau inférieur, pour moi, je vais le noter MI pour simplifier l'interprétation, l'explication. Vous avez sur le manteau inférieur, on trouve un manteau supérieur qui est le numéro 3. Alors, sur le manteau supérieur, je trouve, du côté des continents, je trouve ce qu'on appelle une croûte continentale. La croûte continentale, c'est elle qui constitue en général les continents. Alors, vous voyez que dans les marges des continents, on trouve ici des côtes marines ou océaniques. Et entre un continent et un autre, une croûte continentale et une autre croûte continentale, nous trouvons des mers ou bien des océans. Ça dépend de l'étendue des eaux. Alors ici, je suppose que j'ai ici un océan ou mer. Alors ça sera donc le numéro 5. Alors, donc la même chose ici, je trouve une mer ou un océan, je le représente en bleu. Voilà. Alors ici, j'ai une mer ou océan. Alors, sachez que sous les mers, sur la côte, sur le manteau supérieur, du côté des mers, c'est-à-dire au fond des mers, je trouve une croûte mince. Elle est beaucoup plus mince par rapport à la croûte terrestre. Cette croûte, c'est ce qu'on appelle une croûte océanique. Voilà, j'ai ici une croûte océanique. Et puis ici, j'ai une croûte océanique. Ici, j'ai aussi une croûte océanique. Alors, la croûte océanique, c'est le numéro 6. Alors, je rappelle que la Terre, son fond, c'est le noyau. Le manteau inférieur, il est en général visqueux, sur lequel repose une enveloppe, l'enveloppe de la Terre. L'enveloppe de la Terre, c'est ce qu'on appelle une lithosphère. Cette enveloppe de la Terre, du côté des continents, c'est ce que constitue une enveloppe terrestre. Elle est constituée par le numéro 3, c'est-à-dire le manteau supérieur, plus la croûte continentale. Donc le 7, c'est une lithosphère continentale. Alors je vais la représenter avec LC. Alors ici, vous avez le numéro 6, la croûte océanique, je vais la simplifier, la représenter par CO. Alors, je rappelle, manteau supérieur plus croûte continentale constitue le numéro 7, c'est-à-dire la lithosphère continentale. Alors, par contre, cette partie-là, c'est-à-dire la croûte océanique, plus le manteau supérieur, c'est-à-dire ces deux éléments-là, croûte océanique plus le manteau supérieur, eh bien, il constitue ce qu'on appelle une lithosphère océanique. La lithosphère océanique, c'est le numéro 8. Donc, numéro 8, lithosphère océanique. Alors, sachez que du fond de la Terre, et plus précisément du numéro 2, c'est quoi numéro 2? C'est le manteau inférieur. Cette partie-là, la naissance de ce magma dont je vais parler ne fait pas partie du programme. Tout simplement, on doit savoir qu'il y a sous la lithosphère océanique, il y a une chambre magmatique qui forme un magma basaltique, qui remonte jusqu'au fond des mers à travers un ensemble de volcans. Alors la même chose ici, à chaque fois que vous avez une lithosphère océanique, reçoit du fond de la Terre un magma basaltique qui sort à travers des volcans. Alors ces volcans constituent ce qu'on appelle une dorsale océanique ou une dorsale
océanique ou ride océanique. Je vais la simplifier par un DO ou un RO. Donc ça, c'est le numéro 11, dorsale océanique. Ici, la même chose, il y a un magma basaltique qui sort à travers la lithosphère océanique pour former une dorsale océanique ici. Alors, si une dorsale océanique, ici vous avez une dorsale océanique, ici vous avez une dorsale océanique. Donc, c'est le numéro 11. Alors, sachez que la lithosphère, qu'elle soit continentale ou océanique, c'est-à-dire la lithosphère terrestre, elle est à l'état solide. Elle repose sur un manteau inférieur qui est visqueux. Donc, le solide sur un visqueux, il peut se déplacer. C'est comme un bateau sur la mer. Le bateau peut se déplacer parce que le solide sur un liquide, avec une variation de densité qui lui permet cet emplacement, permet le déplacement. Mais il n'y a pas de déplacement s'il n'y a pas de force de poussée qui va faire déplacer soit le bateau, soit cette lithosphère océanique. Alors, voilà. Le magma qui sort du fond de la Terre, et plus précisément du manteau inférieur, sort au niveau de la dorsale océanique. Il sort pour déverser un magma basaltique de part et d'autre, à droite et à gauche de la ride médio-océanique, ou ride océanique. Alors, cette poussée du basalte nouveau qui sort de la lithosphère océanique des deux côtés constitue donc deux forces à sens opposé. Alors, poussée à droite, poussée à gauche, fait naître des forces à sens opposé. C'est ce qu'on appelle des forces de distension ou bien force distensive. Alors, la même chose ici, quand le magma basaltique sort du fond de la Terre et déverse le basalte à droite et à gauche, il fait naître des forces distensives. La même chose ici, il y a naissance de forces distensives. Mais attention, qu'est-ce qui bouge ici? Ce qui bouge, c'est uniquement la lithosphère qui est solide sur le manteau inférieur. Alors, regardez, donc chaque fois qu'il y a une dorsale océanique, à chaque fois que le basalte sort à travers cette dorsale, il fait naître des forces distensives. Alors ces forces distensives, qu'est-ce qu'ils vont naître? Ce magma basaltique qui pousse l'ancien, il va faire étendre la lithosphère océanique. Et par conséquent, ça va faire pousser, éloigner les deux continents. Les deux continents opposés vont s'éloigner. L'océan ou la mer qui existe entre les deux continents va s'élargir, va devenir de plus en plus large. Ses dimensions augmentent. Mais faites attention maintenant, vu que la Terre est ronde, donc, puisqu'il y a plusieurs dorsales océaniques au niveau de la Terre, et j'ai supposé que cette coupe de la Terre a passé à travers 3 continents. Alors, regardez cette force. Si je prends en considération cette force qui est due à une sortie de basalte dans la dorsale océanique, la même chose ici, il y a une sortie de basalte de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, entre deux dorsales, il va y avoir naissance de forces ayant le même sens, ce qu'on appelle les forces compressives. Les forces compressives qui convergent vers le même point, ce point central. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand une zone subit des forces compressives? Et je vous rappelle que les forces compressives sont dues à un déversement de magma entre deux dorsales océaniques, mais de part et d'autre de la dorsale, et à naissance de forces distensives. Alors normalement, si vous faites attention ici, la lithosphère, cette lithosphère océanique qui est constituée par un manteau supérieur et une croûte océanique, elle est moins épaisse, son épaisseur est beaucoup plus faible par rapport à l'épaisseur de la lithosphère continentale, qui est constituée par un manteau supérieur sur lequel repose une croûte continentale. Alors, regardons ici, je vais travailler sur cette zone qui est entre deux dorsales
de dorsale océanique qui va être soumise à des forces donc compressives. Il y a une poussée de basalte dans ce sens, poussée de basalte dans ce sens, donc naissant de forces qui convergent vers le même point, ce sont les forces compressives. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand il y a une force ici, eh bien, vous avez une lithosphère continentale beaucoup plus épaisse par rapport à la lithosphère océanique. Vous avez de fortes chances que c'est la lithosphère océanique qui va subir une cassure totale. Alors, la cassure totale peut subvenir au contact entre lithosphère océanique et lithosphère continentale. Cette cassure complète que j'ai ici, c'est ce qu'on appelle une faille transformante. Donc, c'est le numéro 9. Cassure totale de la lithosphère océanique constitue ce qu'on appelle une faille transformante. Attention, la faille transformante peut être réalisée ici, loin du point de contact, de la zone de contact entre la lithosphère océanique et la lithosphère continentale. Alors, si je suppose ici qu'il y a eu naissance d'une faille transformante, si la force continue, si les forces compressives continuent, il se peut que cette lithosphère océanique, regardez, qui a été cassée complètement, il se peut qu'elle soit enfoncée sous l'effet de cette force compressive, enfoncée au fond de la Terre. Alors cet enfoncement de la lithosphère océanique, ce n'est pas uniquement de la croûte océanique plus manteau supérieur qui constitue la lithosphère océanique, s'enfonce au fond de la Terre. Ici, elle s'enfonce sous la lithosphère continentale vers le manteau inférieur. Eh bien, cette zone, c'est ce qu'on appelle une zone de subduction. Donc, nous avons ici le numéro 10, une zone de subduction. La dorsale océanique, donc c'est le numéro 11. Le numéro 12, c'est le magma basaltique qui est ici. Alors, je fais un petit rappel parce que ces informations, il faudrait les répéter pour les maîtriser. Bref, la Terre est constituée de quoi? Au fond d'un noyau, entouré par un manteau supérieur, entouré par une lithosphère ou une enveloppe terrestre. Cette lithosphère, elle peut être ou bien continentale, formée d'un manteau supérieur et d'une croûte continentale, ou d'une lithosphère océanique formée de manteaux supérieurs sur lequel repose une croûte océanique. Alors, chaque fois qu'il y a formation d'une chambre magmatique au niveau du manteau inférieur, il faut sortir un magma basaltique qui sort à travers le dorsal océanique, fait naître de part et d'autre de la dorsale des forces distensives qui vont faire éloigner les deux continents sous l'effet de la pression exercée par le nouveau basalte qui vient ici pour pousser l'ancien des deux côtés. Alors, cette enveloppe terrestre, elle est solide. Alors, comme vous voyez ici, il n'est pas uni. Il est cassé en petits morceaux. Alors, chaque morceau, chaque partie de la lithosphère, soit continentale, soit océanique, chaque partie cassée de la lithosphère constitue une plaque lithosphérique. Donc, quelles sont les limites des plaques lithosphériques? Ce sont les événements, les phénomènes qui ont pu permettre une cassure, qui ont pu casser la lithosphère. Alors, il y a trois phénomènes essentiellement qui cassent le manteau supérieur ou la lithosphère de la Terre, qui est notre sujet. Je ne m'intéresse pas au noyau, c'est la lithosphère qui m'intéresse, qui est cassée grâce à trois phénomènes qui sont soit la dorsale océanique et elle casse la lithosphère en faisant sortir du magma basaltique vers l'aride océanique, soit une subduction qui casse donc toujours la lithosphère terrestre, soit par une faille transformante. Donc trois limites des plaques lithosphériques, soit une faille transformante, soit une zone de subduction, soit une dorsale ou une ride océanique. Alors maintenant, c'est quoi une plaque lithosphérique? Une plaque lithosphérique, donc, c'est un fragment. Chaque fragment de la lithosphère, attention, quand je parle de plaque, c'est une partie de l'enveloppe.
donc le manteau inférieur et le noyau, ne font pas partie de la plaque lithosphérique. Alors, le manteau supérieur fragmenté, chaque fragment constitue une plaque lithosphérique, dont la limite est l'un des trois événements. Je vous rappelle la subduction, la dorsale ou bien la faille transformante. Voyons ici combien il y a de plaques ici. J'essaierai de représenter ces plaques, les limites de ces plaques en bleu. Alors regardez, ici j'ai une dorsale océanique. Je suis cette plaque, attention, ce n'est pas une partie de la plaque. Ici j'ai une lithosphère océanique, ici j'ai une lithosphère continentale, mais il n'y a pas encore la limite de la plaque lithosphérique. Voilà, j'ai trouvé une limite ici, entre ce point-là et ce point-là. Alors, entre ce point et ce point-là, le 1 et le 2 ne font pas partie de ce que je vais citer ici. Alors, entre ce point-là et ce point-là, entre une dorsale et une dorsale, j'ai ici une plaque lithosphérique qui est limitée à gauche par une dorsale et à droite par une autre dorsale océanique. Cette plaque lithosphérique est constituée par une lithosphère océanique fixée avec une lithosphère continentale. Donc le tout est lié, il n'est pas cassé. C'est pour ça que je considère ce bloc comme étant une plaque lithosphérique à part. Ici, j'ai une dorsale. Suivons ici. Alors je trouve ici, entre ici et là, j'ai une autre plaque lithosphérique. Ensuite, ici et là, alors là, je trouve une subduction. Donc cette limite, cette enveloppe terrestre, cette lithosphère océanique, regardez ici, il n'y a qu'une lithosphère océanique. Donc cette plaque lithosphérique, elle est constituée par lithosphère océanique. C'est une plaque donc océanique. Par contre ici, c'est une plaque océanique et continentale. Alors ici j'ai une plaque lithosphérique. Regardez ici, entre la subduction et la faille transformante, j'ai une autre plaque lithosphérique. Entre cette faille transformante et ici, jusqu'à sa limite, qui est la dorsale océanique, j'ai une autre plaque lithosphérique. Alors, récapitulons s'il vous plaît. Ce premier paragraphe 1.1 est un paragraphe dans lequel je vais détailler, avec une très grande précision, une structure simplifiée de la Terre. Alors, je rappelle que la Terre est constituée de noyaux sur lesquels il y a un manteau inférieur, puis une lithosphère soit continentale, soit océanique. Alors, entre les continents, vous avez des mers et des océans, représentés aussi en bleu. Alors, il y a naissance de dorsales, il y a toujours des dorsales océaniques au fond des mers, au niveau de la lithosphère océanique, qui fait sortir du magma basaltique du fond de la Terre, qui fait créer des forces distensives. Les forces distensives de part et d'autre de la dorsale. Par contre, entre une dorsale et une autre, il y a des forces de compression. Alors, le premier paragraphe qui constitue la dynamique des plaques lithosphériques et sa relation avec des formations et l'orogénèse, c'est une partie qui a une relation avec la zone, la lithosphère, qui subit des forces compressives, c'est-à-dire entre deux dorsales océaniques. Alors, c'est sous l'effet de ces forces compressives qu'il va y avoir des formations. Cette lithosphère, soit océanique, soit continentale, elle va être déformée. Alors, déformation, c'est le plissmo-écation. Elle va être déformée, plissée et cassée. Alors, donc, résumons. Alors, la première partie de la géologie, elle traite uniquement ce paragraphe numéro 1, la structure simplifiée de la Terre et notion de plaque lithosphérique. Donc, deux éléments à connaître essentiellement. La structure très simplifiée, je sais qu'il y a des structures que vous pouvez trouver sur Internet qui sont très complexes, qui dépassent un petit peu le niveau du baccalauréat, mais je vous conseille de simplifier cette structure afin de suivre le cours. Alors, bon, voilà, vous avez l'explication très simplifiée. Alors, sachez que vous ne pouvez pas me suivre dans la prochaine vidéo concernant la géologie si vous n'avez pas maîtrisé les éléments essentiels, les informations essentielles que j'ai traitées aujourd'hui. Alors, je vous enverrai à la fin de cette vidéo des informations concernant les connaissances obligatoires de ce cours numéro 1. Alors, vous allez tester vos connaissances. Alors, vous avez ici des questions sur lesquelles il faut trouver
il faut se baser pour trouver des bonnes réponses qui engloberont tout le contenu de ce cours. Alors ensuite, vous allez avoir un résumé concernant ce cours numéro 1 de géologie. Alors ce résumé est très simplifié, très clair et très précis. Alors si vous lisez ce résumé, bien sûr il faut le comprendre, et vous savez que j'aurais pu vous donner ce résumé au début, ça n'aurait pas de sens. Alors le résumé, il est établi après, bien sûr, après explication. Alors le résumé, vous allez trouver, je vais vous l'envoyer à la fin de cette vidéo. Alors il y a 3 pages, une page concernant le test de connaissances et 2 pages concernant les connaissances. Alors s'il vous plaît, un peu de sérieux, il ne reste pas beaucoup de temps à la fin de l'année. Je sais que c'est très difficile dans ces moments à suivre des cours, mais tout ira bien, Inch'Allah, et je suis sûr et certain que vous allez exceller. Allez mes enfants, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et bonne chance.